Chers téléspectateurs, merci de nous renouveler votre confiance à travers ce programme Vitrine diplomatique. Le 60e anniversaire de l'Union ou de l'unité africaine célébré avec faste et magnificence au Cameroun comme partout sur le reste du continent, c'est le leitmotiv de ce programme que je vous invite à suivre d'un moment à l'autre. Le professeur Paul Elvic Bachom est l'invité de Vitrine diplomatique. Il est agrégé de sciences politiques, chef de département de politique internationale à l'Institut des relations internationales du Cameroun, mais également conseiller technique au ministère des Relations extérieures. Un entretien exclusif sur l'antenne de la CRTV que je vous invite à suivre d'un moment à l'autre. Invité inattendu, la pluie a bien failli gâcher la fête marquant la commémoration du 60e anniversaire de l'unité africaine au ministère des Relations extérieures. Une cérémonie marquée par d'importantes manifestations culturelles et surtout la lecture du discours du président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, lecture faite par l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Cameroun, son Excellence Narcisse Aounou Manlan, qui en donne le message essentiel. C'est la solidarité entre les nations africaines, afin que vive la paix pour un développement harmonieux de nos pays. Si dans la large majorité des États africains, l'on peut se réjouir des avancées telles que l'accession au pouvoir dans le respect des voies constitutionnelles, l'alternance, le respect des libertés individuelles et collectives, l'on peut cependant souligner des freins à l'union tels que les replis identitaires, les conflits armés et les changements anticonstitutionnels. Il y a beaucoup d'avancées comme vous le constatez, mais beaucoup reste à faire. La visite des stands, une dizaine au total, a mis un terme à la cérémonie à laquelle prenait part le groupe africain des diplomates accrédités à Yaoundé, avec à leur côté quelques invités spéciaux. Chers téléspectateurs, comme indiqué à l'entame de ce programme, notre invité est le professeur Paul Elvis Bachom. Il est professeur agrégé de sciences politiques, chef de département de politique internationale à l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun, mais aussi conseiller technique au ministère des Relations extérieures. Professeur, bonjour et merci de répondre à l'invitation du directeur général de la CRTV. Bon après-midi, monsieur William Badi, et merci de m'avoir accueilli. Avec vous, nous allons comprendre ce que l'on peut retenir des 60 années de parcours de l'unité africaine. D'entrée de jeu, cette unité célébrée le 25 mai est une réalité, une fiction. Est-ce que le rêve des pères fondateurs de l'unité africaine est aujourd'hui concrétisé? Merci de poser la question. Déjà, il convient de dire que nous ne pouvons pas, en l'espace de quelques heures, même quelques minutes, ressasser toutes les 60 années parce que c'est un programme. Mais nous allons essayer de donner un peu d'éclairage pour le temps qui nous est imparti. Fiction ou réalité? Fiction, oui, parce que toute grande réalisation commence par un rêve. Mais réalité parce que le rêve est en train d'être mis en œuvre par des hommes et des femmes et des institutions qui ont été mises à jour, mises sur pied, avec les heures et les malheurs que cela peut entraîner. Mais c'est une idée au départ. Il a fallu que des hommes et des femmes, généralement des hommes pour cette époque-là, aient le rêve d'une Afrique unie, dans sa diversité, mais unie, pour que l'aventure commence. Cette aventure qui a 60 ans aujourd'hui n'est pas monotone, n'est pas monocorde. Il y a eu des hauts et des bas, il y a des sons dissonants, il y a des enjeux qui sont quelquefois divergents, mais c'est tout un idéal après lequel nous courons encore aujourd'hui. Vous dites que l'idéal est en cours de concrétisation. L'Union africaine dispose aujourd'hui d'instruments sur lesquels l'institution s'appuie pour viabiliser, concrétiser ce rêve. Parlez-nous de ces instruments et surtout, quelle en est la pertinence aujourd'hui? Alors, les organisations comme l'Union africaine, qui sont organisations internationales, ont tendance à calquer un peu l'État, en essayant d'avoir un exécutif, un judiciaire, un législatif. C'est à ce titre que nous avons d'abord au sommet de l'Union africaine la conférence des chefs d'État. Car il ne faut pas oublier que c'est un ensemble d'États qui sont engagés par leurs chefs
les chefs d'État parlant, étant les seuls disposés et autorisés à parler au nom de leurs États sur la scène internationale. Et ensuite, on a une commission qui gère les choses au quotidien, une administration permanente donc. On a un parlement panafricain qui est situé en Afrique du Sud, qui essaye de légiférer pour ce qui concerne notre vivre ensemble commun au niveau continental. Il y a une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui essaie de jouer le rôle du pouvoir judiciaire. On a des institutions aussi qui sont à caractère économique et financier et qui sont malheureusement un peu à la chaîne compte tenu des questions de souveraineté. On a le Fonds monétaire africain, on a une banque africaine d'investissement, on a une banque centrale africaine qu'on essaie de faire décoller. À côté de ça, nous avons aussi et surtout des comités techniques spécialisés qui essaient d'adresser les questions d'intérêt commun par secteur, un peu comme le gouvernement aurait des ministères sectoriels. Nous avons plus bas des comités économiques régionaux, il y en a 8, qui sont un peu les regroupements sous-régionaux sur lesquels s'appuie l'Union africaine pour essayer de fonctionner. Ayant conscience que ce n'est pas possible de faire fonctionner 54-55 États sur un mode d'osmose, elle s'appuie donc sur ces organes-là qui ont une existence concrète et qui essaient de mettre en commun des politiques publiques sous-régionales. On en a donc 8, comme je disais, qui s'appuient sur les 5 pôles sous-régionaux, plus la CENSAD qui est un peu transrégionale, plus aussi les organismes comme l'IGAD et autres. Donc voilà, sans avoir passé en revue toute l'architecture institutionnelle, on a le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, on a le comité des représentants permanents, on a une architecture qui est là, qui essaie de donner sens à l'action de l'Afrique comme entité au quotidien. Mais souvent la question qui est posée, c'est celle de la vitesse. Et c'est une question qui est posée de bonne guerre, mais qui ne peut pas se comprendre. La vitesse sur la pertinence de ces instruments-là? La pertinence, peut-être moins, mais la vitesse, le rythme de fonctionnement. Il faut comprendre que ce rythme ne peut pas ne pas être grévé par les souverainismes. Parce qu'on essaie de refléter à ce niveau-là la diversité des États, la diversité des appartenances linguistiques, des équilibres du continent. Et donc, du coup, vous comprenez que tous les acteurs n'ont pas les mêmes intérêts. Même si l'Union africaine essaye de constituer un intérêt central pour l'Afrique, vous voyez bien qu'il y a déjà cette diversité intrinsèque, mais il y a aussi l'exposition des pays aux influences étrangères. Autant de choses qui font que le rythme n'est pas toujours celui qu'on souhaite. La célébration du 60e anniversaire de l'unité africaine a également été marquée d'une pierre blanche au sein de votre département à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC, mais une activité greffée sur, on va dire, l'égide des journées d'études. Quelle en est la portée pédagogique? Alors, avant la portée pédagogique, déjà l'intérêt. Parce que j'ai le privilège d'être assis sur 2 chaises. Ici, il y a ce qu'on appelle la Semaine de l'Afrique, qui est portée par la Direction des Affaires d'Afrique, qu'on appelle dans notre jargon la D1, qui chaque année célèbre un certain nombre, articule des activités pour célébrer cette journée de l'Afrique. Il y a donc eu ici le 23 une conférence sur l'accélération de la ZLECAf. Et le 25, il y avait l'apothéose hier, avec la bénédiction de la pluie, pour célébrer l'Afrique. Et je me suis dit, ayant ce privilège double, pourquoi ne pas joindre l'IRIC, qui est d'ailleurs substantiellement et consubstantiellement rattaché au MINREX, à ce conseil de célébration. Le département dont j'ai la chance de présider au Destiné depuis novembre 2022 s'appelle Politique internationale. Et c'est l'un des plus anciens, sinon le plus ancien. Il avait donc la responsabilité de ne pas se taire, de ne pas bouder le plaisir de cette célébration. Ce d'autant plus que l'IRIC a un statut d'observateur au sein de l'Union africaine, statut qui a été réactivé en février dernier. Donc l'IRIC est dans son rôle. Je me suis fait le devoir au nom de la communauté iricienne d'organiser cette activité-là. Maintenant, la portée pédagogique, nous avons affaire à former des générations de jeunes. Et l'IRIC accueille des étudiants venant de plusieurs nationalités africaines et d'ailleurs. Si vous voulez, c'est un peu l'incarnation même de l'unité africaine. C'est le lieu où ce genre d'événement doit se faire pour parler de l'unité africaine, pour parler de la dynamique d'intégration africaine, mais aussi pour former nos étudiants à cette question. Parce qu'il se trouve que
outre la célébration avec faste du 25, beaucoup de citoyens africains ne sont pas encore appropriés cette journée, ne se sont pas encore appropriés cette réalité. Ça procède donc de la vulgarisation de la perspective de l'unité africaine, de la formation de nos étudiants et aussi des missions de l'IRIC en tant qu'observateur. Vous parlez de l'intérêt pédagogique de cet anniversaire célébré à Yaoundé, comme un peu partout en Afrique avec faste et magnificence. Est-ce que aujourd'hui l'Union africaine, tant souhaitée pour vous, est une réalité? Oui, je sais que je soupçonne derrière votre question un reproche que l'opinion fait souvent à l'Union africaine. Beaucoup disent que c'est un mythe, beaucoup disent que c'est une utopie. Je dis oui tout de go parce que lorsqu'on a dit que c'est une idée au départ, l'idée prend corps. L'idée prend corps, mais l'idée prend corps selon un rythme qui n'est pas toujours celui de la population. Rappelons-nous bien que nous sommes au niveau interafricain. L'Union africaine est une organisation internationale qui regroupe des États qui ont, comme je l'ai dit, chacun son agenda, son intérêt national, qui peut ne pas forcément coïncider avec celui du voisin ou bien avec la vision de l'unité de l'Afrique. Et tous ces États ont aussi des influences étrangères qui les, je dirais, brident. Tout cela fait que ceux et celles qui sont chargés de mettre en œuvre l'unité africaine au quotidien doivent gérer avec toutes ces contingences. Du coup, on peut avoir l'impression que ça ne va pas trop vite. On peut ne pas forcément voir ce qui se passe, mais des choses se font et se font en réalité. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir l'ensemble de la production normative. Vous n'avez qu'à voir le fonctionnement même au quotidien au niveau d'Addis Abeba d'une administration permanente, le fonctionnement d'un parlement panafricain, la production, je l'ai dit, juridique, mais aussi l'implémentation des éléments qui viennent de l'Union africaine. Donc pour dire qu'en fait, il y a une réalité qui n'est pas peut-être perçue par tout le monde, mais qui se met en œuvre au rythme qu'impose le niveau international, le niveau panafricain. Avec vos étudiants, vous avez parlé de l'importance de la zone de libre-échange continentale africaine, cette zone entrée en vigueur depuis pratiquement 2 ans. Mais ce que l'on peut observer, c'est une timidité de la part des États à entrer, donner vie, donner corps à ce projet. Cette lenteur observée est appréciable ou alors tout simplement déplorable? Ni appréciable ni déplorable, mais normal. Normal parce que... En 60 ans? Oui. C'est-à-dire qu'on a pris 60 ans pour concevoir quelque chose. Et quand il faut s'y engager, on est plutôt réticent, c'est plutôt encourageant. C'est encourageant parce que comparaison n'étant pas raison, l'Union européenne c'est 1950, 51, 57 et nous y sommes encore. Et d'ailleurs vous voyez que là, alors qu'on était en train de chanter un modèle, on se rend compte qu'il y a des détours. Aujourd'hui en Union européenne, on a une montée de nationalisme qui font que le projet communautaire bat de l'aile un peu. C'est dire qu'en fait, 60 ans, c'est pas assez dans la vie des institutions. Je ne suis pas sûr que les institutions fonctionnent avec la même unité de temps que les hommes, parce que c'est fait pour durer longtemps. Et donc c'est encourageant, ce n'est pas regrettable. Maintenant la question de la ZLECAf. La ZLECAf, les théoriciens, les savants nous disent que l'intégration régionale va plus vite lorsqu'on procède sur les domaines techniques. C'est ce que disent les néo-fonctionnalistes. Et l'Union européenne avait commencé avec la question de l'acier et du charbon. Et je pense que l'intuition de la ZLECAf, c'est pour donner corps à un aspect technique, notamment le commerce. Commerce des marchandises, commerce des services et tous les autres aspects, les autres champs qui sont prévus. Afin que les contingences que cela va créer permettent de préparer la régulation, la législation, les infrastructures. Voyez-vous, pour qu'il y ait commerce entre les États, c'est un marché de près de 2,5 milliard d'habitants. Le commerce intra-africain est très, très faible. Les experts parlent entre 10 et 16% interafricains. Donc, c'est un marché important. 1,5 milliard, c'est un marché captif. Donc, il faut commencer par commercer avec nous-mêmes. Or, cela va poser les contingences des ordres infrastructurels. Il faut qu'il y ait les routes, il faut qu'il y ait les voies de chemin de fer, il faut qu'il y ait les ports. Donc, la ZLECAf va impacter, va booster les projets intégrateurs.
Et le commerce va aussi poser la question de la normalisation. Vous voyez donc à partir du commerce, donc de la ZLECAf, on va de proche en proche avancer vers des domaines économiques, financiers, parce que pour qu'il y ait commerce, il faut qu'il y ait les questions de monnaie, de transférabilité, les questions de devises. En fait, c'est une entrée, je pense, qui a été pensée pour booster notre processus. C'est d'ailleurs pour cela que je pense que, en cette année, qui est la 60e, l'Union africaine a retenu comme thématique l'accélération de la ZLECAf, en faisant le pari que cette accélération va doper l'intégration africaine. Professeur Paul Elvic Bathiom, quel regard portez-vous donc sur cette ZLECAf quand on sait que seuls 7 pays pratiquent effectivement ce commerce intra-africain alors que la grande majorité des États sont, je dirais, à la traîne? Alors, la question du rythme. Le Cameroun, il faut rendre hommage au chef de l'État qui a été visionnaire une fois encore. Le Cameroun a ratifié en 2019. Le Cameroun fait partie des 7 États qui font la mise en place, la mise en œuvre de la phase pilote. Alors même qu'il y a plus de 44 au moins qui ont signé. Ça montre bien la difficulté qu'il y a à concilier l'intérêt national des États et la dynamique communautaire. Concilier l'intérêt national avec État les intérêts collectifs. Parce que chaque État envisage, prenons un exemple simple, la fiscalité, ce qu'on appelle la fiscalité à la porte, au niveau des douanes. Le commerce rapporte aux États de l'argent par la fiscalité. Or, la ZLECAf, dans sa mise en œuvre, envisage de lever les barrières tarifaires et non tarifaires, donc de supprimer la question des impôts à l'entrée. Et ça va créer les réticences. Vous savez certainement que l'État doit son existence à la question fiscale. Il faut lever l'impôt pour entretenir l'armée qui permet de dominer sur un territoire. Donc du coup, c'est le cœur même de l'État qui est attaqué par cette question. Cependant, le président de la République, chef de l'État, chef de la diplomatie, a pris l'option d'y aller. Parce qu'il a compris, je pense, que les revenus fiscaux qui permettent, certes, à l'économie de fonctionner, ne sont pas très importants par rapport aux inputs d'un commerce régional. Le Cameroun, c'est un secret polichinelle. Dans la sous-région, c'est un géant. Et nous avons comme voisin le Nigeria, qui est un marché important. Si on va dans la perspective de la CEAC, la RDC, l'Angola sont des marchés importants. Donc nous profiterions justement de cette ouverture du marché. Nous avons beaucoup de majors d'industrie, Chococam, pour ne pas faire la publicité, et bien d'autres. Il faut pouvoir diffuser les produits. Donc je pense que la comparaison est vite faite entre la fiscalité à la porte et l'intérêt de projeter nos produits dans la sous-région. Projection de produits qui va aussi faire l'influence du Cameroun. Car le label des produits camerounais, Made in Cameroun, porte l'image du Cameroun. Et donc porte une certaine forme de magistère d'influence du Cameroun. Vous voyez qu'en fait, les retombées sont plus importantes que la fiscalité à la porte. Encore que, sans être économiste, je ne m'improviserai pas. Si on fait la comparaison du point de vue des rentrées sur le plan douanier, je n'ai pas l'impression que ce que le commerce intra-africain rapporte au Cameroun en termes de fiscalité est important par rapport à ce que le marché, enfin, les importations extérieures à l'Afrique nous apportent. Vous voyez un peu, avec les marchés comme l'Union européenne, l'AGOA, certes, on va y revenir un jour, la Chine. Je pense que le calcul rationnel est vite fait et on a intérêt à y aller. Vous voyez donc en fait, on peut concilier l'intérêt national des États qui veulent se projeter, qui veulent placer leurs produits, qui veulent, avec l'ambition communautaire d'unir l'Afrique. Outre le problème de fiscalité qui, on va dire, ralentit la vitesse, n'est-ce pas, escomptée ou souhaitée dans la réalisation de l'unité africaine, nous avons également des problèmes d'irrédentisme, les recours au pouvoir par des voies anticonstitutionnelles. Nous avons également des conflits internes qui viennent noircir le tableau de ce cheminement vers l'union, vers l'unité de l'Afrique. Professeur, que faut-il faire pour améliorer justement ce tableau qui est, on va dire, très peu reluisant? Tableau sombre, je dirais tableau normal. Normal parce que la vie des hommes est une vie de conflit. Il ne faut pas que nous ayons une lecture angélique. Quand les hommes sont ensemble, le conflit est normal. Mais plus fondamentalement... Ah, c'est un regard purement philosophique. Hein? Non, c'est réaliste.
plus fondamentalement, le niveau régional africain, c'est un niveau supérieur. Le niveau étatique est un niveau intermédiaire. On a un niveau communautaire en bas. Vous avez parlé d'irrédentisme. L'État s'est fondé et formé sur l'annulation de ces petites entités. Pour dire simple, on n'est pas Bassa, on n'est pas Fulbert, on n'est pas Mlanglais, on est d'abord Camerounais. C'est parce qu'il y a eu un travail de construction nationale. Donc on estime qu'on est passé, on est allé suffisamment loin et que les États ne peuvent pas prospérer dans la mondialisation sans se mettre ensemble. On nous invite donc à passer du niveau législatif au niveau communautaire. Sauf que, et vous faites bien de le signaler, on a dans certaines situations des hommes et des femmes qui font allégeance davantage au groupe tribal, au groupe communautaire, ce qui pose un défi au projet communautaire. Cependant, la question des moyens inconstitutionnels d'accéder au pouvoir sont adressés par l'Union africaine. Vous avez vu que chaque fois qu'il y a une occurrence malheureuse de l'un quelconque de ces cas dans notre continent, l'Union africaine prend position par des sanctions, par des exclusions temporaires, et par une diplomatie de la paix qui se déploie. Parce que nous avons l'impression que, et avec vous, vous avez raison, c'est un frein à la dynamique d'intégration régionale. L'Afrique s'unira d'autant plus vite que les États sont consolidés, fortifiés et démocratiques. Cependant, on ne peut pas prévoir toujours les reculades, parce que ce n'est pas un chemin unilinéaire. On a les détours, on a les retours en arrière. Mais il faut tout cela pour faire un monde. Et le travail des politiques, précisément, c'est de gérer ces contingences et ces aléas en ne perdant pas de vue l'objectif qui est l'unité africaine, qui est un idéal. L'unité est un idéal qu'on cherche à atteindre. Dans son message, le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, appelle à plus de solidarité entre les nations africaines afin que vive la paix pour un développement harmonieux pour tous les pays. Avez-vous la conviction que ce message passe? Il est entendu, mais est-ce qu'il est accepté et compris? Alors, vous l'avez accepté, moi aussi, mais là n'est pas la question. La parole d'un chef est performative. Que ce soit le chef de l'État ou bien le chef de la commission, le président de la commission, ça veut dire quoi? Lorsqu'il fait un discours, c'est un programme d'action. Il faut passer, les institutions et les structures doivent mettre en action ce qu'il dit. Donc en fait, davantage qu'un constat, c'est un vœu qu'il exprime, c'est un plan d'action qu'il énonce. C'est une interpellation. Nous devons donc aller dans ce sens. Je crois que la question de la solidarité, elle est fondamentale. Parce que ce qu'on appelle les freins, l'un des freins à notre intégration régionale, c'est que les peuples ne se sont pas appropriés très bien le projet communautaire. Or, les peuples qui sont solidaires, les peuples qui bougent à travers les frontières sont les meilleurs promoteurs de l'intégration africaine. Il ne faut pas qu'il y ait ce que les auteurs appellent linkage déficit, l'absence de lien entre le sommet et la base. D'où la question de la solidarité africaine, des nations africaines. Il n'a pas dit les États. Il allait au-delà de l'État pour entrer dans les États pour parler, s'adresser aux nations. Donc, je pense que c'est pas un slogan, c'est un vœu. C'est un plan d'action, c'est une interpellation, comme l'avez dit. Alors, professeur Paul Elvic Batchom, nous tendons précisément vers la fin de cet entretien. Quel sera pour vous le mot de la fin? Alors, le mot de la fin, je voudrais déjà commencer par dire merci à votre chaîne, à vos millions de téléspectateurs qui se donnent la peine de nous écouter, de nous regarder, à votre directeur général qui a accepté que ma modeste personne puisse intervenir, mais au-delà, au chef de la diplomatie camerounaise qui m'a fait confiance en me nommant ici pour venir mettre en œuvre à côté de son excellence, monsieur le ministre de la Relation extérieure, ce que j'enseigne à l'IRIC. Je puis vous dire que sur un plan personnel, il n'y a pas de meilleure situation que ça, de pratiquer ce qu'on enseigne. Et je voudrais, du point de vue africain, peut-être dire à la population africaine, je dis population africaine, ce qui peut être un peu déplacé, que le projet de l'unité africaine est un idéal et que le rythme, les aléas, les contingences ne sont pas un frein, mais ça fait partie de la marche normale des institutions qui, elles, sont faites pour durer. D'ailleurs, le mot institution veut dire de manière durable de faire. Donc, du coup, il ne faut pas que nous pensions l'Afrique à l'échelle de nous, les hommes. Nous sommes des morceaux de temps, vous et moi, nés en telle année, morts en telle année. Mais l'Afrique, elle est faite pour durer. Donc, nous devons agir tous les jours pour que nos actions nous survivent.
que ce soit pour le Cameroun ou bien pour l'Afrique. Agir pour que nos actions ne survivent. Ne pas regarder le Cameroun, l'Afrique à notre horizon seulement. Voilà ce que je voulais dire pour la fin. Merci professeur pour vos précieux éclairages. Je rappelle à nos téléspectateurs que le professeur Paul Elvic Bachom est chef de département de politique internationale à l'Institut des relations internationales du Cameroun, conseiller technique au ministère des Relations extérieures. Professeur, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et qui remercie les acteurs de l'ombre, ceux qu'on ne voit pas, mais qui ont fait que cela soit rendu possible. Merci à toute notre équipe technique, Anissé Nomo, Jean-Philippe Mbaesso, Meka Bella. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir également regardé ce programme. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Au revoir.